Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'anciennes consoles de jeux dont vous n'avez jamais entendu parler, et pour cause, elles furent un échec complet. Ces consoles ont été lancées avec l'ambition de rivaliser avec les plus grandes marques. Mais pour diverses raisons, elles ont échoué à trouver leur public et ont finalement été abandonnées. Voici les consoles de jeux les plus méconnues et les plus bizarres de l'histoire des jeux vidéo que vous avez sûrement oubliées. Avant de commencer, voyons voir si vous saurez répondre à la question du jour. Quel est le nom du célèbre jeu vidéo de plateforme de Nintendo dans lequel le personnage principal porte une casquette rouge et une salopette bleue? A. Super Mario Bros. B. Sonic the Hedgehog. C. The Legend of Zelda. L'Amiga CD32, première console 32 bits lancée en Occident. Et oui, elle était en avance sur son temps. Malheureusement, les choses ont vite tourné au vinaigre pour Commodore, la société qui a commercialisé cette console. Leurs choix financiers hasardeux les ont en effet mis dans une situation désespérée. Ainsi, même si l'Amiga CD32 était une belle réussite technique, elle était également un peu comme le dernier clou dans le cercueil de l'entreprise. Mais cela ne l'a pas empêché de se vendre à plus de 140 000 exemplaires en Europe en seulement quelques mois. Les joueurs européens ont justement eu la chance de profiter de l'Amiga CD32 pendant un temps. Mais les joueurs américains ont été privés de cette console à cause d'une décision de justice concernant un brevet. Cela a probablement été un coup dur pour Commodore qui aurait pu utiliser les ventes de la console aux États-Unis pour renflouer ses caisses. En fin de compte, l'Amiga CD32 n'a pas survécu à la faillite de Commodore. Après seulement 5 mois de commercialisation, la console a disparu des étalages en France et dans la plupart des pays européens. Mais malgré ce fiasco, la console a tout de même réussi à se faire un nom dans l'histoire des jeux vidéo. Car si l'Amiga CD32 n'a pas connu un succès commercial énorme, elle a tout de même réussi à offrir aux joueurs un catalogue de jeux pour le moins impressionnant. Dans les années 80, Atari était en difficulté sur un marché où la Nintendo Entertainment System dominait. Alors ils ont décidé de sortir un nouveau système pour rivaliser avec le géant japonais. Et pour cela, ils ont eu une idée de génie, retourner dans le passé. C'est ainsi qu'est né le XEGS en 1987, un remake de leur ordinateur Atari 65XE 8 bits. Comme quoi, quand on ne sait pas où aller, mieux vaut regarder d'où l'on vient. Pour 199 $, vous pouviez avoir la console, un joystick, un pistolet léger et un pack de jeux appelé Bug Hunt, un jeu de pistolet léger. Mais ne vous y trompez pas, le XEGS n'était pas seulement une console de jeu, en réalité c'était aussi un véritable ordinateur qui offrait même la commodité d'un clavier amovible. Avec 60K de RAM, il était compatible avec tous les périphériques du PC Atari 8 bits standard. Et lorsque vous n'aviez pas de cartouche de jeu insérée, il démarrait avec une version intégrée de Missile Command, pour que vous puissiez toujours vous défouler en attendant de trouver un jeu à introduire dans la console. Malgré son manque de puissance face au système plus récent, le XEGS a réussi à se faire une petite place sur le marché. Mais cette console est finalement passée de mode et a été retirée de la production après un court laps de temps. Toutefois, on peut dire que pour Atari, cette console était un vrai retour vers le futur. Le PCFX. Cela ne vous dit probablement plus rien. Il s'agit d'une console de jeux vidéo lancée par NEC en décembre 1994 au Japon. Elle était la 4e et dernière console de la famille PC Engine et la première à n'être commercialisée qu'au Japon. Le PCFX était conçu pour être une plateforme multimédia capable de lire des jeux vidéo, des CD audio, des CD-ROM interactifs ainsi que des vidéos et des images en CD. Cependant, le PCFX a connu un succès mitigé en grande partie en raison de sa conception peu convaincante et de sa bibliothèque de jeux limitée. Sa faible puissance graphique l'a également empêché de rivaliser avec les consoles concurrentes telles que la fameuse PlayStation de Sony et la Saturn de Sega. Le PCFX a tout de même connu une poignée de titres notables tels que Sakura Taisen, un jeu de rôle tactique populaire, et Battle Hit, un jeu de combat en 2D avec des graphismes précalculés. Cependant, ces jeux n'ont pas suffi à propulser la console vers le succès et NEC a finalement abandonné la production du PCFX en 1998, mettant fin à sa courte existence. Imaginez-vous dans les années 80 avec vos cheveux longs et votre Walkman et vous tombez sur une étrange console de jeu du nom de Vectrex. C'est certain, vous auriez été très surpris et non sans raison. La Vectrex était véritablement unique en son genre. Contrairement à d'autres consoles qui utilisaient à l'époque des graphismes pixelisés, celle-ci optait pour un écran de style vectoriel monochrome. Cela signifie que les images étaient formées de lignes plutôt que de pixels. C'était sans doute très impressionnant à voir. La Vectrex était également la première console de jeu à inclure un écran intégré. Autrement dit, vous n'aviez pas besoin de connecter la console à une télévision pour y jouer. Vous pouviez simplement l'allumer et commencer à jouer sur l'écran intégré de la console, ce qui est évidemment révolutionnaire pour l'époque. Malheureusement, malgré sa technologie innovante, la Vectrex n'a pas réussi à trouver sa place sur le marché et a été retirée des ventes en 1984. Cependant, elle est devenue une console culte pour les collectionneurs et les amateurs de rétro gaming.
La Pioneer Laser Active était une console de jeu de la fin des années 80 et du début des années 90. Elle avait la particularité d'être la première console de jeu à utiliser des disques Laserdisc comme support de stockage en plus des cartouches de jeu traditionnelles. Cela signifiait que la console avait une qualité vidéo supérieure à celle des consoles concurrentes de l'époque ainsi qu'un catalogue de jeux plus varié. Mais ce n'est pas tout, la Pioneer Laser Active avait également des modules d'extension optionnels pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à la console. Par exemple, le module Mega LD permettait de jouer à des jeux Mega Drive sur la console. Les jeux Mega Drive étaient connus pour leur style de jeu rapide et leur gameplay arcade, ainsi que pour leur graphisme en 2D. Il y avait aussi des modules pour ajouter des capacités ou pour regarder des films. Malheureusement, la Pioneer Laser Active n'a jamais vraiment décollé sur le marché. En raison de son prix élevé et de la concurrence d'autres consoles de jeux moins chères, elle a été abandonnée au bout de quelques années seulement. La console de jeu Emerson Arcadia, également connue sous le nom d'Emerson Arcadia 2001, a été produite par Emerson Radio Corp dans les années 1980. Elle a été conçue pour rivaliser avec les consoles de jeux populaires de l'époque, telles que l'Atari 2600 et l'Intellivision. Malheureusement, ce fut un échec. Pourtant, la console comportait une architecture de processeur relativement avancée pour l'époque, ce qui permettait une certaine flexibilité dans la programmation de nouveaux jeux. Et ce n'est pas tout. Emerson Arcadia a été commercialisé avec une variété de jeux, y compris des titres populaires comme Burger Time, Space Invaders, Pac-Man et Donkey Kong. Elle était également compatible avec des accessoires tels que des manettes de jeux sans fil et des cartouches de jeux supplémentaires. Cependant, la console n'a finalement pas connu un grand succès commercial. Néanmoins, elle a acquis une base de fans fidèles et est aujourd'hui considérée comme une pièce de collection recherchée pour les amateurs de jeux vidéo rétro. En 1983, le marché des salles d'arcade est en baisse, et Sega décide de se lancer dans le jeu vidéo à domicile. La SG-1000, également connue sous le nom Sega Game 1000, est ainsi créée, et connaît même une première année d'exploitation meilleure que prévu. Et pour cause, en compétition directe avec la Famicom de Nintendo, la SG-1000 possédait des graphismes de meilleure qualité que la plupart des consoles sur le marché. Malgré cela, la SG-1000 connaît une performance commerciale décevante au Japon, où seuls 2 millions d'exemplaires sont vendus. Cependant, cette console aura au moins permis de poser les bases pour un autre appareil plus fructueux, la Master System. Elle a également contribué à forger une communauté de passionnés autour de Sega. Bien que la SG-1000 n'ait pas inscrit son nom dans les annales de l'industrie vidéoludique, elle aura en tout cas marqué le début d'une longue histoire pour la société japonaise. La console Action Max est une console de jeux vidéo qui a été commercialisée en 1987 par la société américaine Worlds of Wonder. Contrairement à la plupart des consoles de l'époque, l'Action Max n'utilisait pas de cartouches de jeu, mais plutôt des cassettes vidéo. Les cassettes contenaient des jeux sous forme de films interactifs où les joueurs devaient pointer un pistolet en plastique sur l'écran pour tirer sur des cibles en mouvement. Le concept était assez novateur pour l'époque, mais la réalisation était malheureusement très limitée. Les jeux étaient courts et répétitifs, avec peu d'options pour les joueurs de changer le cours de l'action ou de faire des choix significatifs. Les graphismes étaient également de qualité médiocre, avec des images pixelisées et peu d'animation. De plus, la console Action Max était assez coûteuse par rapport à d'autres consoles de l'époque, et le fait qu'elle ne soit pas compatible avec les cartouches de jeu a également été un facteur décourageant pour certains joueurs. Sans oublier que la qualité de la technologie utilisée pour la reconnaissance des mouvements du pistolet était aussi très critiquée, puisqu'elle rendait les jeux imprécis et difficiles à jouer. En raison de ces limitations, la console Action Max n'a pas réussi à trouver un public important. Malgré le manque de succès de la console, le concept des jeux interactifs basés sur des cassettes vidéo a continué à être exploré dans les années qui ont suivi, avec des systèmes comme le VHS Powerplay de Hasbro et le Viewmaster Interactive Vision de Fisher-Price. Cependant, ces consoles ont également connu des ventes médiocres, ce qui suggère que le public était simplement peu intéressé par le concept en général plutôt que par les défauts spécifiques de la console Action Max. Voici une console de jeux vidéo lancée par Apple Computer en 1996, en collaboration avec la société japonaise Bandai. Son nom, la Pipe-In. Celle-ci était en effet une tentative d'Apple pour entrer dans le marché des consoles de jeux, mais malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Et oui, car bien qu'elle disposait d'un modem intégré permettant de se connecter à Internet, cette fonctionnalité était peu utile pour les jeux. Ajouté à cela, le catalogue de jeux disponibles pour la Pipe-In était également très limité. Seuls 18 jeux ont été développés pour la console, dont certains étaient des titres déjà sortis sur d'autres consoles. De plus, les jeux disponibles pour la Pipe-In étaient souvent chers et difficiles à trouver. Le prix de vente de la console a également été un obstacle majeur à son succès, étant donné qu'elle était vendue à 599 $ à sa sortie, ce qui était très cher par rapport à d'autres consoles de jeux concurrentes, dont certaines étaient déjà bien établies sur le marché. En raison de ces facteurs, la Pipe-In a connu un échec commercial cuisant. Apple a vendu moins de 50 000 unités de la console, ce qui représente un chiffre de vente extrêmement faible. Apple a donc rapidement abandonné la production de la Pipe-In en 1997, après seulement un an sur le marché.
La Super P.E.P. Brothers est un accessoire de jeu créé par la société japonaise Kugaku Navi. Il s'agit d'une ceinture équipée d'un capteur de mouvement destiné à être utilisé avec la console Wii de Nintendo. Le principe du jeu est simple et peu orthodoxe. Le joueur doit uriner sur des cibles en effectuant des mouvements de balancier avec le bassin. Plus le joueur réussit à toucher de cibles, plus son score augmente. N'est-ce pas une idée géniale ? La société Kugaku Navi a délibérément créé un accessoire de jeu qui mettait l'accent sur un aspect du corps humain qui est souvent considéré comme tabou ou embarrassant. Le choix de rendre le jeu vulgaire et offensant pour certains était probablement intentionnel de la part des producteurs. Bien que certains aient pu apprécier le concept de jeu, celui-ci a été jugé inapproprié par beaucoup, ce qui a conduit à sa faible popularité et à son retrait rapide du marché. Bien joué, c'était la réponse A. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Dites-nous laquelle de ces consoles vous aimeriez posséder. Laissez votre réponse dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de nos vidéos.